Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle divine qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun, au-delà de cette vie, une égalité absolue de devenir. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de votre magazine d'information, Le Monde en 60 minutes. Au cours de cette semaine qui s'achève, on a eu pas mal de problèmes, en commençant déjà par l'enlèvement de 7 Français dans le nord du Cameroun, précisément dans un site animalier qu'on appelle tout simplement le parc de Ouaza. C'est 4 enfants, c'est-à-dire de 5, 8, 10 et 12 ans, leurs oncles et de leurs parents. Au cours de cette semaine qui s'achève, il y a eu une autre polémique. Cette grande polémique qui faisait comprendre au monde entier que ces personnes ont été retrouvées quelque part au Nigeria. Seulement, Yaoundé a démenti cette information par la voix de son ministre de la Communication. Également, le Quai d'Orsay du côté de la France a également démenti cette rumeur et surtout cette polémique, faisant comprendre au monde entier qu'apparemment rien de cela n'est vrai. Autre chose également, l'athlète sud-africain Oscar Pistorius, qui est aujourd'hui, il faut le dire, incarcéré pour avoir tué sa petite amie, vendredi dernier, a eu tout simplement une caution. Oui, rien que cette caution pour une liberté provisoire, en attendant bien sûr de trouver s'il est vraiment coupable de cet acte, puisqu'aujourd'hui, on parle de plusieurs balles qui ont été tirées dans leur maison. Autre chose également, le président vénézuélien Hugo Chavez est rentré au pays depuis lundi dernier. Seulement, cette semaine, on nous a fait comprendre qu'il avait un problème respiratoire. Il est atteint de cancer et cela fait plus de 2 mois qu'il avait quitté son poste du côté du Venezuela comme président de la République. Tous ces sujets et bien d'autres seront débattus au cours de cette édition de votre magazine d'information, Le Monde en 60 minutes. Cela veut dire que pendant 1 heure, nous allons essayer de voir des images, surtout dans la première partie de cette édition qui est réservée au reportage et la seconde partie réservée à la presse écrite. Madame, monsieur, bienvenue à toutes et à tous. Dans un instant, la première partie, elle est réservée au reportage. Des milliers de personnes ont marché lundi en Guinée sans incident à l'appel de l'opposition pour exiger la liberté et transparence dans les élections législatives fixées au 12 mai, dans un pays où des manifestations similaires ont été émaillées de violence. À bas la dictature, oui à des élections législatives libres et transparentes, vive la Guinée libre et démocratique, était écrit sur les pancartes brandies par les manifestants partis des environs de l'aéroport et qui ont conclu la marche par un rassemblement devant le siège de l'Assemblée nationale dans le centre-ville à une dizaine de kilomètres du point de départ. Ils ont également dénoncé le président guinéen Alpha Condé, élu fin 2010, et l'opérateur sud-africain Wemac, retenu pour la révision du fichier électoral. Aucun incident n'a été signalé durant tout le défilé des marcheurs, ni lors du rassemblement, qui s'est dispersé dans le calme, alors que les précédentes manifestations à l'appel de l'opposition ont été régulièrement et durement réprimées par les forces de l'ordre et émaillées de violence. Jusqu'à la dispersion de la marche à Conakry, qui avait dans un premier temps été interdit, aucun incident majeur n'a été signalé et aucun n'a été rapporté non plus ailleurs dans le pays où des marches ont été organisées, a affirmé dans un communiqué la présidente guinéenne. Mampela Rampelé, militante anti-apartheid et intellectuelle respectée, ex-directrice de la Banque mondiale, a lancé lundi un parti pour tenter de concurrencer l'African National Congress au pouvoir en Afrique du Sud depuis la chute du régime raciste en 1994. Aujourd'hui, j'annonce que je suis en train de travailler avec un groupe de citoyens pour former un parti, une plateforme politique qui fixera comme tâche de raviver l'espoir qu'il est possible de construire le pays de nos rêves, a déclaré Madame Mampelé, âgée de 65 ans lors d'une réunion à Johannesburg. L'objectif est clairement de rassembler les dessus de l'ANC qui déplore que les inégalités héritées de l'apartheid subsistent largement après 18 ans de démocratie en matière d'éducation, d'accès au pouvoir économique ou encore de logement. Aux dernières élections générales de 2009, l'ANC, encore considéré pour la majorité des Sud-Africains comme le Parti de la Libération, avait remporté 65,9% des suffrages. L'Alliance démocratique, premier parti d'opposition, avait plafonné à 16,7%.
Le mouvement de Rampélé porte le nom de Angan, un mot de la langue sépédi, une des 11 langues officielles sud-africaines, signifiant « construisons ». Il répondra selon Mampélé aux aspirations des citoyens qui ont été laissés de côté par manque de formation politique pour les représenter. Médecin de formation, cette dirigeante noire à la carrière brillante ne s'est jamais gênée pour ajouter sa voix à ceux qui accusent l'ANC d'être devenu un parti de notables corrompus dans un pays où la corruption, le népotisme et le favoritisme sont devenus la norme de conduite de beaucoup de gens dans les services au public. Abordant la question du secteur minier et des exploitations agricoles, le poumon économique du pays, affaibli entre août et octobre par des grèves meurtrières, elle a appelé à un changement radical. Le parquet sud-africain a retenu mardi à Pretoria la préméditation contre Oscar Pistorius, le champion handisport accusé du meurtre de sa petite amie, le mannequin Reeva Steenkamp, alors que sa défense a plaidé l'accident à l'audience qui coïncide avec les obsèques de la victime. Après une suspension de séance en fin de matinée, le juge a donné une indication juridique de nature technique qui rend la demande de remise en liberté provisoire de Pistorius plus hypothétique que jamais. Même si cela ne préjuge pas de sa décision, la famille a aussitôt fondu en larmes. L'audience, qui ne concerne que la demande de mise en liberté sous caution, a duré jusqu'à mercredi. À l'ouverture, le procureur Gérinel, un poids lourd du parquet sud-africain, avait souligné que Pistorius avait tué une femme innocente non armée. Il a tiré 4 fois. La victime a été touchée 3 fois alors qu'elle était aux toilettes et la porte des toilettes a été défoncée depuis l'extérieur. Nous pensons que la porte était fermée à clé, a-t-il indiqué, soulignant qu'il n'y avait que 2 personnes dans la maison cette nuit-là. Pistorius, héros national et source d'inspiration pour des millions de fans dans le monde, est entré dans l'histoire pour avoir pris le départ de 400 mètres et du 4x400 mètres avec des athlètes valides aux Jeux Olympiques de Londres 2012 alors qu'il est handicapé de naissance. Alors que le courage de Pistorius en faisait un homme exemplaire aux yeux du monde et une tête d'affiche pour de nombreux sponsors, les détails qui ont émergé par lui le font apparaître comme un être anxieux, argant de la criminalité élevée en Afrique du Sud pour s'équiper d'un armement hors norme malgré un domicile très protégé. Hamadi Djebali dépose son portefeuille ministériel. Le chef du gouvernement tunisien, Hamadi Djebali, a remis mardi sa lettre de démission au président Monsef Marzouki. Une démission qu'il évoquait déjà depuis plusieurs jours. Cette démission intervient après l'échec de son parti islamiste Ennahda. Djebali a pris ses fonctions en décembre 2011 après la victoire de son parti aux premières élections libres de l'histoire de la Tunisie 2 mois plus tôt. L'échec de la révolution a-t-il noté, se disant toujours convaincu qu'un gouvernement apolitique est le meilleur moyen de sortir le pays de l'errance. Il a de nouveau insisté sur l'urgence de fixer la date des prochaines élections alors que toute possibilité de scrutin est paralysée par l'impasse de la rédaction de la Constitution par l'Assemblée nationale constituante. Parmi les noms qui circulent pour le poste de Premier ministre, on compte Abdelatif Meki, ministre de la Santé, et Noureddine Biri, ministre de la Justice. Outre les décisions politiques, la Tunisie fait face aux frustrations sociales qui dégénèrent régulièrement en violence, le chômage et la misère au cœur de la révolution qui a renversé Ben Ali en janvier 2011. La Cour pénale internationale a entamé depuis mardi une audience qui doit s'étaler sur 10 jours. Il s'agit pour les juges d'étudier si le dossier de l'accusation permet l'ouverture ou non d'un procès pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. D'après la communauté internationale, l'ex-président ivoirien Laurent Koudjou-Gbagbo avait refusé de reconnaître au second tour de l'élection présidentielle, le 28 novembre 2010, l'élection de son rival Alassane Ouattara.
Le premier ex-chef d'État remis à la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo, 67 ans, est soupçonné d'être co-auteur indirect de 4 faits de crimes contre l'humanité commis pendant les violences post-électorales de 2010 à 2011. Ce refus de quitter son poste après 10 ans au pouvoir a plongé la Côte d'Ivoire dans une violente crise longue de 4 mois qui a coûté la vie à près de 3000 personnes. Le gouvernement ivoirien n'a pas donné de réponse officielle à la demande de la Cour pénale internationale de lui remettre Simone Gbagbo. Entre 300 et 400 personnes ont manifesté peu avant l'ouverture de l'audience devant le bâtiment de la Cour à La Haye pour soutenir Laurent Gbagbo. Dans les jours qui suivent, après la présentation des arguments et des éléments de preuve rassemblés par le procureur, la défense de Gbagbo et son avocat Emmanuel Ati pourront eux aussi présenter leurs éléments de preuve et leurs arguments. Laurent Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011 avec son épouse Simone après avoir tenu jusque dans son bunker au sous-sol de sa résidence d'Abidjan sous le feu des forces armées françaises. Le président Hugo Chavez est revenu au Venezuela après une hospitalisation de plus de 2 mois à Cuba. Il est rentré dans la nuit de dimanche à lundi en toute discrétion sans caméra. À Caracas, son retour a été accueilli comme une victoire pour ses partisans. Nous sommes rentrés dans la patrie vénézuélienne. Merci mon Dieu, merci mon peuple aimé. Nous allons continuer le traitement ici, a posté le président Chavez âgé de 58 ans et au pouvoir depuis 1999 dans les premiers messages diffusés sur son compte Twitter. Ce retour inopiné célébré bruyamment par ses partisans à Caracas et accompagné de messages de prompt rétablissement émanant de pays amis ne permet pas pour l'heure de deviner quelle solution politique et constitutionnelle envisage le gouvernement pour assumer le pouvoir. L'opération subie en décembre avait empêché Chavez de prêter serment le 10 janvier dernier. Après sa réélection le 7 octobre, mais une source au tribunal suprême de justice indique qu'il était possible de procéder à l'investiture du chef de l'État à tout moment si l'équipe médicale du président donnait son feu vert. Après plus de 2 mois d'absence et de mutisme total du président malade, opéré à la Havane le 11 décembre pour la 4e fois depuis le diagnostic de son cancer en juin 2011, le gouvernement avait déjà démontré son sens de la mise en scène en diffusant les images de Chavez souriant sur son lit d'hôpital en compagnie de 2 de ses filles alors que certains le donnaient pour mort. Les responsables vénézuéliens n'ont pas donné d'autres précisions sur l'état de santé du président, dont on sait seulement qu'il souffre d'un cancer dans la zone pelvienne dont il s'était affirmé guéri à plusieurs reprises et qu'il souffre encore d'un certain degré d'insuffisance respiratoire en raison d'une infection consécutive à sa dernière opération. Au plan politique, l'incertitude sur une éventuelle élection présidentielle anticipée demeure intacte malgré le retour du président. Selon les observateurs, 3 scénarios se dessinent. Une prestation de serment suivie d'une démission, ouvrant la voie à une élection anticipée dans les 30 jours, ou bien son maintien au pouvoir tant que sa santé le lui permet, voire plus hypothétiquement un retrait pour raison de santé avant même son investiture. Nous avons vu dans ces dernières images le chef de l'État vénézuélien, on l'appelle tout simplement Hugo Chavez, qui est rentré au pays depuis lundi dernier, mais jusqu'à preuve de contraire, il souffre encore de problèmes de respiration, même si le gouvernement nous fait comprendre qu'il est vraiment pas malade comme on le fait comprendre, mais il est sans danger aujourd'hui. Autre chose également du côté de l'Afrique du Sud, on parle toujours de Oscar Pistorius, mais vous devez également savoir que tout le monde a droit à la présomption d'innocence. Jusqu'à preuve de contraire, Oscar Pistorius n'est pas encore coupable des faits qui lui sont reprochés. Donc, dans les jours à venir, l'État sud-africain trouvera en tout cas des voies et moyens, et surtout des preuves pour inculper cet homme qui est aujourd'hui quand même une figure emblématique sud-africaine. Autre chose également, parlant de l'Afrique du Sud, on parle de l'African National Congress, le parti au pouvoir depuis le 10 mai 1994 du côté de l'Afrique du Sud, après la montée au pouvoir de Nelson Rolihlahla Majapahla Madikiza-Madiba Mandela, comme le premier président de l'Afrique du Sud. Un problème en tout cas au sein de ce parti politique, puisque l'année dernière, l'ex-chef de file de la jeunesse de l'ANC, qui est bien sûr Julius Malema,
qui est également aujourd'hui dans un problème parce que ces biens, quelques-uns de ces biens seront mis aux enchères dans les quelques heures qui viennent du côté de Polokwane. C'est dans le nord de l'Afrique du Sud. Nous allons y revenir en tout cas dans nos prochaines éditions de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes. Au cours de cette semaine qui s'achève, les journaux et quotidiens du monde entier ont dû écrire sur pas mal de sujets, sur de nombreux sujets d'ailleurs. Sans oublier que au cours de cette semaine, le sujet qui faisait vraiment la une des journaux français était déjà le problème du Mali, mais surtout de l'enlèvement du côté du Nord Cameroun de 7 Français. Nous allons ensemble voir ce qui s'est réellement passé et ce qui s'est écrit au cours de cette semaine dans les colonnes des journaux et quotidiens. C'est dans la seconde partie de cette édition. Elle est réservée à la presse écrite. Nous allons commencer par la journée de lundi avec cette interrogation à la une du quotidien Libération. Mali, où est passée la guerre? Le quotidien notait des images rares, des informations parcellaires. Après sa première phase victorieuse, l'opération Serval est devenue furtive, nous apprenait Libération lundi dernier. Libération dans ses pages 10 et 11 notait qu'actuellement, dans la majorité, c'est le grand blues vert. À ce propos, le journal se demandait, faut-il rester dans un gouvernement où l'on n'obtient rien? Le dilemme rebondit chez EELV qui s'estime peu considéré par l'exécutif français. C'était à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien français Libération lundi dernier. Pour le Figaro, la gauche était à l'épreuve de la rigueur. Allocation retraite, dotation aux collectivités locales sont les économies envisagées par François Hollande. Le journal relevait que cette perspective inquiète au gouvernement et dans la majorité. Selon le Figaro, les lettres de cadrage budgétaire qui fixent les principales orientations en matière de dépenses du gouvernement seront envoyées dans le milieu de cette semaine, en tout cas ont été envoyées dans le milieu de cette semaine, soit 6 semaines plus tôt que les autres années. Des économies, en tout cas, seront exigées, y compris dans les dépenses d'intervention. Les négociations risquent donc d'être très tendues avec certains ministres, notamment Céline Duflot au logement et Delphine Bateau à l'écologie, nous apprenait le Figaro lundi dernier. Le Figaro n'a pas manqué non plus de nous dire ce lundi-là que comment le Vatican prépare l'après-Benoît XVI. Alors que le pape a commencé une retraite spirituelle d'une semaine, les cardinaux se concentraient en tout cas sur les détails du calendrier de sa succession. Entre les prétendants, le jeu semble plus ouvert que jamais, sujet que vous deviez retrouver en page 2, 21 et surtout 28 du quotidien. Le Monde rapportait la détresse des chômeurs en fin de droit et nous disait qu'après un suicide à Nantes, le chômage semble à l'origine de plusieurs tentatives d'immolation. Pour la Voix du Nord, ce sont les grosses fumées noires sur les emplois industriels. Les mauvaises nouvelles s'accumulent depuis de longues semaines. L'inquiétude continue à grandir avec l'ampleur des annonces d'emplois menacés, aussi dans de grandes entreprises que dans les PME. Le journal de Lille a fait en tout cas une carte exclusive des points noirs que vous deviez retrouver dans ces colonnes. Le journal de Bordeaux, Rive-Gauche-Sud-Ouest, notait que nous ne sommes pas égaux face à la pompe. Le coût du transport étant répercuté sur le prix du litre de carburant, les consommateurs de la région ne paient pas leur essence au même tarif, notait le quotidien lundi, qui avait fait en tout cas un comparatif. Le litre de carburant est plus cher en Lot-et-Garonne qu'en Gironde. L'Est éclair rapportait un témoignage et nous disait que vendredi dernier, Rachida a voulu s'asperger d'essence devant l'agence Pôle emploi. Empêchée in extremis, elle expliquait les raisons de son geste à nos confrères. S'immoler était son dernier recours. Le Télégramme rapportait, lui, la révolte des pères. Par-delà son cas personnel, l'homme retranché dans une grue en Nantes, photo à la une du journal, avait déjà obtenu de Jean-Marc Ayrault que 2 ministres reçoivent les représentants des associations qui défendent les droits des pères. Une manifestation nationale des papas révoltés était d'ailleurs prévue mercredi dernier en Nantes. Presse Océan confirmait que le père en colère restait toujours sur la grue. Le même lundi, le quotidien relevait que le dimanche soir, le père divorcé n'était toujours pas redescendu. Jean-Marc Ayrault avait demandé en tout cas à 2 ministres de recevoir les associations de défense des droits des pères. Aujourd'hui en France, autre quotidien français nous disait que de plus en plus de femmes seules et des seniors sont les nouveaux surendettés. Le journal notait que la crise économique n'épargne pas les plus fragiles. En 5 ans, plus de 1 million de dossiers de surendettement ont été déposés à la Banque de France. Dépenses, impôts, le débat enfle sur la rigueur, pouvait-on lire à la une
du quotidien français de l'économie, Les Échos, dans sa parution de lundi, et qui nous disait ce lundi-là que si la priorité est donnée aux économies, des hausses d'impôts devront être votées à l'automne prochain. Certaines mesures n'ont d'effet qu'en 2013, d'autres verront leur rendement chuter. Un casse-tête de plus pour l'exécutif français qui s'est engagé à la stabilité fiscale. Les Échos notaient également que la pression s'accroît encore sur les budgets des ministères. Matignon doit envoyer en fin de semaine, la lettre de cadrage du budget 2014. Il va falloir trouver de 4 à 5 milliards d'économies en raison des dépenses non financées, des besoins accrus pour l'emploi, etc. La ministre du Logement, Cécile Duflot, met en garde en tout cas contre une austérité excessive. Concernant le niveau du déficit public, le directeur général de la Caisse des dépôts juge qu'il ne faut pas s'attacher au calendrier mais à la trajectoire. La BPI portée sur des fonds baptismaux jeudi constitue selon lui un outil essentiel pour relancer l'investissement. Le quotidien catholique La Croix s'interrogeait lundi. Quelle médecine pour demain? Pendant 2 semaines, en tout cas, La Croix a enquêté sur l'état de la médecine en France et sur la relation entre praticiens et patients avec de nombreux témoignages. En Belgique, La Libre notait que l'Italie vote le week-end prochain, c'est-à-dire ce week-end, au cœur des préoccupations, la taxe immobilière mise en place par le gouvernement Mario Monti. La grande une du journal belge était consacrée à Peters et à De Wever, qui sont désormais alliés objectifs pour 2014, la mère des élections. C'est comme cela qu'on qualifie le scrutin de juin 2014 en Flandre, ou plutôt les scrutins, car le scrutin fédéral se doublera d'une élection régionale. Les candidats devront choisir l'endroit où ils se présenteront, à la Chambre ou à la région. Cela exigera des calculs stratégiques subtils. Les patrons du CDV et de la NVA affichent une complicité qui s'explique par de nombreux intérêts communs. En Suisse, la Tribune de Genève nous affirma que Pistorius était soumis à une pression incroyable. Selon le journal genevois, le coureur sud-africain Oscar Pistorius, accusé du meurtre de sa petite amie, subissait une pression incroyable, a déploré en tout cas l'ancien principal de son lycée de Pretoria, Bill Schroeder. J'espère seulement qu'il y aura des circonstances atténuantes. J'espère que c'est un accident et pas un meurtre de sang-froid. Mais ce ne sera jamais plus comme avant. Une icône est tombée, a-t-il dit à nos confrères lundi dernier. En tout cas, selon le journal genevois, Bill Schroeder a eu Pistorius au téléphone quelques jours avant le meurtre de Riva, abattu chez lui de 4 balles de 9 mm, alors qu'il souhaitait faire appel à sa générosité, à la générosité du sportif pour une collecte de fonds pour son ancienne école, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du journal suisse La Tribune de Genève. Mardi dernier, le journal fondé par Jean Jaurès, l'Humanité parlait là d'austérité et de tour de vis de trop. Selon ce quotidien, le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault s'apprêtait à annoncer un nouveau plan de rigueur terrible pour les finances publiques. Des voix critiques se font déjà entendre du côté de la majorité jusqu'au gouvernement, relevaient nos confrères mardi dernier. Le journal catholique La Croix s'était intéressé aux allocations familiales et à la réforme en vue, mise sous condition de ressources ou fiscalisation. Le gouvernement français attend un rapport avant de faire connaître ses choix. À ce propos, le Figaro s'interrogeait le même mardi qui veut baisser les allocations familiales. Le journal indiquait que la proposition du président du PS de la Cour des comptes, Didier Migaud, de fiscaliser les prestations familiales est accueillie avec prudence à gauche. La droite s'y oppose. Si le PS considère la fiscalisation des allocations familiales ou leur mise sous condition de ressources comme un sujet pas tabou et même un débat légitime, l'exécutif manie le sujet avec précaution. Le Figaro notait mardi que Matignon, qui attend le rapport Fragonard avant de se prononcer, n'a pas oublié la déconvenue de Lionel Jospin qui avait dû renoncer à sa réforme en 1997. Autre chose, relevait le Figaro, soumettre les allocations à l'impôt rapporterait 800 millions d'euros à l'État français. Mais ce sont 2,6 millions de familles qui seraient victimes de cette mesure. L'UMP dénonce en tout cas un bricolage alors que les communistes affichent déjà leur hostilité à cette mesure. Les pages 28 à 30 étaient consacrées aux acteurs les mieux payés dans le palmarès Figaro et Danny Boone reste la star la mieux rémunérée en France devant Gérard Depardieu et Catherine Fro dans le classement Figaro des 60 comédiens qui reçoivent les cachets les plus élevés.
Parlant de budget familial, le journal de la capitale française, Le Parisien, s'interrogeait lundi également. Un enfant, combien ça coûte? L'idée de moduler les allocations familiales en fonction des revenus est de retour, relevait le quotidien. L'occasion d'aller à la rencontre de parents pour comprendre comment ils gèrent les dépenses liées à l'éducation de leurs enfants. Sujet que vous deviez retrouver en pages 2 et 3 du quotidien de la capitale française, Le Parisien. Le Mali, c'est fini selon BVA pour le journal du Centre. François Hollande obtient 56% de mauvaises opinions. Mariage pour tous, Christiane Taubira est désormais la personnalité préférée à gauche et gagne 25 points. D'où la une du quotidien. Sondage, Hollande recule, Taubira séduit. Puisque nous avons souligné le Mali, le quotidien de Marseille, la Marseillaise indiquait mardi que de lourdes accusations pèsent contre l'armée malienne. De plus en plus de témoignages font état de tortures et de meurtres commis par des soldats maliens. Le journal a fait un reportage à la gendarmerie de Gao où se réfugient certaines victimes de ces exactions. C'était mardi dernier. Le Monde nous disait, lui, que le président des États-Unis d'Amérique, Barack Hussein Obama, est face à la pression des écologistes. À Washington, dimanche dernier, 17 février dernier, en tout cas, 35 000 manifestants ont rappelé ses promesses au président américain. Dans son éditorial, Le Monde soulignait et notait un Silvio Berlusconi ou les désarrois de la péninsule. Justement, et à ce propos, Libération, dans son numéro spécial, avait fait un voyage dans une Italie en crise. De Milan à Palerme, Libération avait suivi l'autoroute du soleil et rencontré un pays en plein doute à la veille d'élections cruciales. Libération nous a offert en tout cas mardi dernier 12 pages d'enquête et de reportage dans sa livraison du mardi dernier. La Voix du Nord, édition de Lille, dans sa page justice, notait que le tireur fou de Lille ignorait pourquoi il a froidement tué. En santé, le journal lillois s'est intéressé au dossier médical personnel et s'interrogeait le bon départ. Le quotidien indiquait qu'après les années d'errement, le dossier médical personnel qui permet de stocker tout son passé médical, même les risques liés à des allergies, pourrait être enfin sur le bon rail. En tout cas, il faut le dire, le 10 millième dossier, ce qui reste très peu, vient d'être fêté avant une extension annoncée l'an prochain, c'est-à-dire en 2014. Le journal catalan L'Indépendant nous disait que l'entreprise de Castelnaudary reprend une partie de ses activités. C'était mardi matin. Le rapport d'enquête définitif était attendu vendredi, c'est-à-dire hier. D'où la une du journal Spanghero, une reprise qui soulage. Précision faite, les activités de plats cuisinés, de découpe de viande et de charcuterie ont retrouvé l'agrément. Pour la dépêche du midi, les employés de Spanghero sont soulagés mais pas du tout rassurés. Les 300 salariés ont repris le travail mardi matin. Mais l'enquête se poursuit. Le quotidien français de l'économie, Les Échos, indiquait ce mardi-là que la SNCF cède à son tour aux sirènes du low cost. Après l'aérien, la téléphonie mobile ou encore la grande distribution, le low cost gagne le ferroviaire en France, notait le journal. C'est bien sûr le même mardi que la SNCF levait le voile sur Ouigo, sa nouvelle offre à grande vitesse et à petit prix. Les trains à la levée bleue, frappés d'un logo couleur fuchsia, circuleront à partir d'avril 2013 depuis Maine-la-Vallée vers Marseille et Montpellier avec un arrêt à l'aéroport de Lyon, Saint-Exupéry. Prix cassé, confort réduit à l'essentiel, utilisation accrue du matériel. Les Échos soulignaient mardi que la SNCF applique un modèle dont l'affluence sur l'économie dépasse largement sa part de marché, expliquait dans une interview aux Échos l'universitaire et vice-président de l'autorité de la concurrence Emmanuel Combe. Ce dernier estimait dans les colonnes du journal que la banque de détail sera le prochain secteur à connaître la révolution du low cost, laquelle impose un nouveau référentiel prix qui remet en cause les politiques des opérateurs traditionnels attentifs dans la crise à faire des économies. Les consommateurs cherchent le meilleur rapport coût-efficacité. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien nous disait mardi que la rivière des Galets est sous tension. Selon le journal, lundi au port, les blocages ont paralysé une partie de l'activité tandis que le maire négociait avec des représentants des manifestants. Ces derniers demandent des contrats aidés mais aussi des emplois immédiats dans les entreprises. En l'absence des réponses adaptées, la nuit en tout cas promettait de rester sous tension même si les voies de circulation étaient dégagées mardi matin. En Belgique, la Libre nous disait que le cadeau électrique de Nolay ne passe pas. Selon le journal belge, dans la majorité wallonne, on conteste le fond et on dénonce l'effet d'annonce d'une mesure ni sociale ni
écologique. En Suisse, la Tribune de Genève nous disait que Nestlé retire des produits Buitoni en Italie et en Espagne. Le groupe suisse qui avait déclaré la semaine dernière ne pas être touché par le scandale a retiré des raviolis et des tortellini au bœuf Buitoni de la vente en Italie et en Espagne. Selon le journal genevois, le groupe a pris cette décision après que des tests ont révélé des traces d'ADN de cheval supérieures à 1%. Lidl a lui annoncé avoir retiré des plats de ses magasins en Suède, en Finlande, au Danemark et en Belgique. Le groupe suisse numéro 1 mondial de l'alimentaire, qui avait déclaré la semaine dernière ne pas être touché par le scandale de la viande de cheval retrouvée dans des produits censés être du bœuf, a donc retiré des raviolis et des tortellini au bœuf Buitoni cette semaine, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du quotidien suisse La Tribune de Genève. Mercredi, Libération nous disait que la gauche, à la rigueur, allocation, retraite, indemnité, le quotidien indiquait que plus rien n'est tabou au gouvernement français pour limiter les dépenses face à une croissance en berne. Sujet repris par le quotidien Le Monde qui soulignait que François Hollande est dans les taux de la rigueur. Selon ce journal, l'austérité budgétaire renforcée est au menu du déjeuner gouvernemental qui a eu lieu mercredi 20 février dernier. Pour le Figaro, la gauche renoue avec l'angélisme. Le quotidien indiquait que Christian Taubira présentait mercredi sa nouvelle politique pénale qui défait l'arsenal anti-récidive mise en place sous Sarkozy. La police inquiète, les associations de victimes ne décolèrent pas, multiplier les célébrations anticipées, pas d'incarcération pour les courtes peines, supprimer certains délits du code pénal. Autant de propositions d'experts contenues dans un rapport remis mercredi au Premier ministre français Jean-Marc Ayrault. Selon le Figaro en tout cas, ce haro sur la prison hérissent les associations de victimes, mais également les policiers qui redoutent une flambée de la délinquance. En page 5 du Figaro, dans sa livraison de mercredi, nos confrères affirmaient qu'au Cameroun, une famille de Français a été enlevée par les islamistes. Un couple, leurs 4 fils et l'oncle ont été kidnappés alors qu'ils se trouvaient dans le parc naturel de Ouaza. François Hollande pointait en tout cas du doigt la responsabilité des djihadistes nigérians dans ce rapt. Un sujet qui faisait la une de plusieurs journaux et quotidiens français, dont Le Parisien, journal de la capitale française qui renchérit. Ils ont 5, 8, 10 et 12 ans, 4 enfants otages des terroristes. Une famille française de 7 personnes a été enlevée mardi au Cameroun, écrivait Le Parisien, non loin de la frontière avec le Nigeria. Le quotidien notait que la menace islamiste s'étend en Afrique de l'Ouest. On peut voir à la une du journal la plaque indiquant le parc naturel de Ouaza. Le journal de Bordeaux, rive gauche sud-ouest, ne lâchait pas l'affaire. Il parlait de la guerre des otages. Pour le quotidien bordelais, l'Élysée pointe du doigt des terroristes nigérians liés à Boko Haram. Sud-Ouest notait qu'il y a désormais 15 Français retenus dans le monde, tous en Afrique. Au Mali, un légionnaire a été tué au combat pendant le week-end. L'Est républicain n'y allait pas. De même morte, une famille prise en otage au Cameroun, pouvait-on lire à la une de ce journal qui relevait que 7 touristes français ont été enlevés par un groupe islamiste dans un célèbre parc animalier du nord du Cameroun. Parmi eux, 4 enfants. La France compte désormais 15 otages, tous détenus en Afrique. Le journal Rennais Ouest France notait également qu'un deuxième soldat français a été tué au Mali et qu'on compte désormais 15 otages français au Sahel. Parlant d'otages, la dépêche du Midi pensait que la France est à nouveau ciblée. Le journal parlait de 7 compatriotes enlevés au Cameroun, un soldat tué au Mali. La Marseillaise s'était intéressée aux droits des pères et l'intérêt des enfants dans le dénouement. Le journal de Marseille relevait que les ministres de la Justice et de la Famille ont reçu les associations de défense du droit des pères. Serge Charnet est descendu de sa grue pour le quotidien. La médiation semble être privilégiée dans ces dossiers. Associations et avocats de la région mettent en avant l'intérêt des enfants. Le journal de Lille, La Voix du Nord, parlant de cinéma, s'interrogeait mercredi, Danny Boone est-il trop payé en empochant 3,6 millions d'euros l'an passé. L'artiste nordiste trône en haut du podium. La star la mieux rémunérée de France et même d'Europe n'est pourtant apparue que dans 2 films, écrivait le journal. Danny Boone, une exception, c'est sûr, une aberration. En tout cas, dans les colonnes du journal lillois, vous auriez pu avoir quelques éléments de réponse. La Croix est allée dans les villages libérés du nord de la Syrie. L'envoyé spécial du journal catholique s'était rendu dans les zones contrôlées par l'armée syrienne, libre où les habitants et les forces de sécurité restent sur le qui-vive. La photo à la une de la Croix montre les vendeurs de la rue
commerçants d'Albab qui attendent désormais le retour des clients qui avaient déserté les rues bombardées. Le quotidien français de l'économie rapportait la surprenante résistance des salaires à la crise. Selon le journal, les entreprises prévoient 2,6% d'augmentation. En 2013, les députés veulent limiter les salaires des patrons et Bruxelles pourrait plafonner les bonus bancaires. Selon une enquête du cabinet Awon et 8 que rapportaient les Échos mercredi, les augmentations de salaire devraient atteindre 2,6% en 2013. Malgré l'absence d'espoir de reprise cette année, les entreprises n'ont que légèrement revu à la baisse les enveloppes prévues. Les députés présentent en tout cas de leur côté des recommandations choc pour mieux réglementer les rémunérations des dirigeants et rendre la gouvernance des grandes entreprises plus transparente. À Bruxelles, les discussions entre le Parlement et le Conseil pourraient aboutir à ce que les bonus bancaires ne puissent excéder la partie fixe de la rémunération. Les Échos nous disaient également dans ces colonnes qu'à l'épreuve en Europe, Danone supprime 900 emplois de cadres. Le leader mondial du yaourt a enregistré une baisse de 3% du chiffre d'affaires et de 10% de son résultat opérationnel sur le vieux continent. En Belgique, le même mercredi, la Libre nous disait comment la Chine espionne l'Occident. Selon nos confrères, une firme américaine révèle après une enquête les agissements d'une unité secrète de l'armée chinoise, l'unité 61-398. Une unité spéciale de l'armée chinoise basée dans un immeuble anonyme de Shanghai espionne depuis 2006 les ordinateurs de plus d'une centaine d'organisations et sociétés occidentales, dont une basée en Belgique. Selon le journal belge, l'immeuble de 12 étages abrite des centaines voire des milliers de personnes qui ont volé systématiquement depuis des années des centaines de terabits à au moins 141 organisations et sociétés, indiquait la firme américaine Mandiant spécialisée dans la protection des ordinateurs contre les cyberattaques dans un rapport sensationnel publié mardi dernier. En Suisse, le journal Genevois La Tribune de Genève nous disait ce mercredi-là que par sécurité, Camilla et Charles vont rouler allemand. Le couple princier britannique va rouler dans une voiture que 007 ne régnerait pas, écrivait le quotidien suisse mercredi dernier. À un détail près, mais de taille, le futur carrosse n'est pas britannique mais made in Germany. La nouvelle automobile que teste actuellement Scotland Yard et dans laquelle devraient se déplacer le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ces prochaines années n'est autre qu'une BMW série 7. La version 760 retenue n'est toutefois pas celle de Monsieur Tout-le-Monde. Et puis on terminait la journée de mercredi avec le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien qui revenait sur Rivière des Galets et parlait d'un air de guérilla. Le journal réunionnais relevait qu'après une journée sous contrôle, un groupe venu de l'extérieur a affronté mardi soir les forces de l'ordre et mis le feu à la mairie annexe de la ville réunionnaise. C'était à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien de la Réunion et de l'océan Indien. Jeudi, le journal catholique La Croix, dans sa livraison du jeudi, nous disait que le risque terroriste étant en Afrique, le quotidien en veut pour preuve l'enlèvement de la famille Moulin-Fournier dans le nord du Cameroun, enlèvement qui, selon nos confrères, met en lumière les connexions entre les mouvements armés islamistes de la région. La photo à la une de La Croix a été prise le 16 janvier dernier à Amchidé, ville camerounaise frontalière avec le Nigeria. Pour le monde qui s'intéressait au sujet des otages, les combats rapprochés ne sont plus aussi simples. La guerre se durcit. Le journal de Bordeaux, rive gauche sud-ouest, disait en tout cas que le Sahara, c'est le front sans frontières. Le quotidien bordelais indiquait que les islamistes repliquent aux opérations militaires françaises au Mali par des prises d'otages dans tout le Sahara. À ce propos, Sud-Ouest s'interrogeait, le piège de l'ensablement peut-il être évité? Telle était en tout cas la grande interrogation de nos confrères de Sud-Ouest. Le journal de l'île La Voix du Nord avait également des interrogations. La première, pourquoi les Français sont-ils ciblés? Selon le quotidien, avec les 7 membres dont 4 enfants de la famille Moulin-Fournier, enlevés mardi dernier au Cameroun sans doute par les islamistes de Boko Haram, c'est la France qui compte le plus d'otages dans le monde devant les États-Unis. Et La Voix du Nord s'interrogeant une nouvelle fois, pourquoi nous? Autre question, l'engagement militaire au Mali est-il la seule explication? Les éléments de réponse, c'était dans les colonnes du quotidien français La Voix du Nord qui est un quotidien de l'île. 5, 8, 10 et 12 ans otages au Nigeria, pouvait-on lire à la une de la Nouvelle République qui indiquait que ces enfants âgés de 5, 8, 10 et 12 ans, enlevés mardi dernier avec leurs parents, étaient scolarisés au lycée français de Yaoundé. Le Figaro, jeudi, donnait une alerte sur la sécurité des Français en Afrique avec l'enlèvement de la famille Moulin-Fournier, écrivait en tout cas le quotidien au nord Cameroun
15 Français sont maintenant otages d'islamistes radicaux en Afrique. La France, qui poursuit son intervention au Mali, doit assumer la menace qui pèse sur les milliers d'expatriés résidant dans le secteur, écrivait le quotidien jeudi dernier. La grande une du Figaro était consacrée à Ségolène Royal et à Jean-Paul Husson qui sont au conseil d'administration de la BPI. Le journal parlait de la nouvelle banque publique sous surveillance politique. Le nouvel établissement financier a tenu jeudi dernier son premier conseil d'administration. Les présidents des régions socialistes sont parvenus à y imposer leur influence, notait le quotidien. Libération parlait lui jeudi du choc frontal à Goodyear. Dans une interview à Libération, Arnaud de Montebourg dénonce des propos extrémistes après la lettre au vitriol du PDG de Titan sur l'incurie des salariés français. Le quotidien de la capitale française, le Parisien, rapportait la même polémique après la lettre au vitriol d'un industriel américain adressée à Arnaud de Montebourg, la vérité sur le temps de travail et la productivité des salariés français. Le journal notait que non, les Français ne sont pas fainéants. Alain Delon a également pris quelques colonnes du Parisien jeudi. Selon ce quotidien à la rentrée, lui et sa fille partiront en tournée dans toute la France. En tout cas, pour jouer avec sa fille, c'est la plus belle chose au monde. Le journal fondé par Jean Jaurès, l'Humanité, nous disait que l'Italie en a ras la botte de la purge Monti. Les électeurs votent dimanche sur fond d'austérité et de corruption des grands partis. En page 10, l'Humanité s'était intéressée au scandale de la viande. La saignée dans les effectifs de la répression des fraudes a tué le contrôle alimentaire. Un syndicaliste de la CGT racontait tout dans les colonnes du journal. Le quotidien français de l'économie Les Échos rapportait le cadeau de François Hollande aux fonctionnaires. Après des mois d'hésitation, Matignon a tranché. Le jour de carence sur les arrêts maladie des fonctionnaires qui privaient ces derniers de salaire va être abrogé. Cette mesure instaurée l'an passé par le précédent gouvernement est injuste, inefficace et humiliante pour les agents. En tout cas, justifiait Marie-Lise Lebranchu, ministre française de la fonction publique, dans une interview. Selon Les Échos, la suppression du dispositif devrait entrer en vigueur en automne 2013. Ce geste réclamé par les syndicats depuis des mois vise à faire baisser la pression. Après avoir largement voté Hollande, les fonctionnaires ont été déçus par l'annonce récente de la poursuite du gel des augmentations générales. Le journal indiquait jeudi qu'il n'est pas certain que ces gestes suffisent à convaincre l'intersyndicale qui s'est réunissait le même jeudi à renoncer à organiser une nouvelle journée d'action sur les salaires au printemps. En plein débat sur la rigueur, la suppression du jour de carence va faire grincer des dents à Bercy, notaient Les Échos, qui relevait par ailleurs que l'an passé, cette mesure a permis, selon les estimations des économistes, de 60 millions pour l'État employeur et 70 millions pour les hôpitaux. Marie-Lise Lebranchu promet en tout cas un renforcement des contrôles des anti-abus. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien parlait, lui, qu'au 1er mars prochain, les prix des carburants vont flamber. Le super entre 5 et 10 CTS, le gazole autour de 5 CTS. Le gaz, eh bien, ce sera plus 7 €. En Suisse, la Tribune de Genève nous disait que Sony annonce la sortie de la PlayStation 4 aux capacités étendues. Le monde du jeu vidéo a les yeux braqués sur New York où le groupe japonais a présenté la nouvelle génération de la console de salon, la PlayStation 4, qui sera mise en vente à la fin de l'année 2013. En Belgique, la Libre Belgique s'interrogeait, Di Rupo est-il encore socialiste? Le quotidien indiquait jeudi que des milliers de travailleurs ont manifesté en tout cas jeudi contre le gouvernement Di Rupo. Un homme plus social-démocrate que socialiste critiquait les syndicats. Le quotidien belge notait que la concertation sociale est en panne. 20 000 travailleurs ont défilé en tout cas jeudi matin pour crier leur hostilité à la rigueur imposée par le gouvernement Rupo. On aurait pu croire que l'arrivée aux 16 rues de la loi d'un socialiste wallon aurait constitué une sorte d'assurance sociale pour les syndicats, désormais assurés que leurs revendications soient entendues. En tout cas, c'est loin d'être fait, soulignait la Libre Belgique jeudi dernier. Le vendredi 22 février de l'an de grâce 2013, Le Monde, dans sa livraison du jour, s'était intéressé au déficit et notait que la France est sous pression pour cause. Bruxelles prévoit un déficit français de 3,6% en 2013.
Pas encore de sanctions, mais une surveillance renforcée. Le Monde indiquait également dans sa page 14 qu'Arnaud de Montebourg est dans la surenchère. Le ministre français répond aux outrances du patron de Titan, c'est-à-dire en tout cas en page 12 et la chronique page 14 du journal Le Monde. Pour le Figaro, public-privé, c'est la rigueur à deux vitesses. Les agents de la fonction publique n'auront plus de jours de carence en cas d'arrêt maladie. Selon le quotidien, la ministre de la fonction publique, Marie-Lise Lebranchu, va supprimer le jour de carence pour les fonctionnaires instaurés fin 2011 par le gouvernement de François Fillon. Une mesure qui coûtera 200 millions d'euros au budget de l'État pour les trois fonctions publiques. Elle relance la critique de la coexistence d'une France à deux vitesses avec des fonctionnaires dont le pouvoir d'achat n'a pas été rogné depuis le début de la crise et des salariés du privé dont l'emploi est menacé par la perte de compétitivité des entreprises. Malgré ce geste du gouvernement, les syndicats de fonctionnaires réclament maintenant des hausses de salaire. En pages 2 et 6, le Figaro relevait qu'au Mali, les islamistes défient les Français à Gao. Des soldats maliens avec les forces françaises poursuivent les combats contre les islamistes dans ce pays. Les partisans du Moudiao promettent en tout cas de revenir jusqu'à la libération de la ville. En page 10, le Figaro rapportait une polémique, le livre à scandale qui déclenche la fureur de Dominique Strauss-Kahn et d'Anne Sinclair. Libération rapportait une liaison dangereuse. L'écrivain Marcella Lacourbe racontait dans Belle et Bête 7 mois, ces 7 mois de passion avec un cochon scandaleux et célèbre, nous rapportait Libération vendredi. Le journal fondé par Jean Jaurès, L'Humanité, nous parlait de la malbouffe et de comment ils font le fric. Selon le quotidien, l'Europe néolibérale laisse prospérer des filières financières prêtes à tout pour se gaver. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi. L'Humanité nous disait en page 10 que les islamistes ne lâchent pas prise à Gao. Le journal a noté de violents combats au Mali et faisait le récit d'une guerre sans fin. La une de Aujourd'hui en France nous envoyait un fort gros message intermittent du spectacle, le système qui nous coûte 1 milliard. Le journal indiquait que le régime des intermittents au spectacle qui ne concerne que 3% des chômeurs représente à lui seul un déficit de 1 milliard d'euros. Le quotidien a fait une enquête sur un système dévoyé. Le Parisien nous disait le même vendredi que 2 policiers ont été tués sur le périph'. Le chauffard ne leur a laissé aucune chance. Un chauffard récidiviste de 22 ans, ivre et sans permis de conduire, a provoqué la mort de 2 policiers jeudi matin à Paris en percutant leur véhicule. Un 3e fonctionnaire était toujours dans le coma tard dans la nuit de vendredi. Le journal de Lille, La Voix du Nord, dans sa parution du même vendredi, nous disait qu'il était désormais possible d'acheter des médicaments sur des sites internet français. Mais attention, il y a des règles. Selon le quotidien, tous ces médicaments doivent être délivrables sans ordonnance et sur un site adossé à l'officine d'un pharmacien installé. La Voix du Nord a effectué un reportage à Villeneuve d'Ascq. Le journal catholique La Croix nous faisait comprendre qu'en Italie, les électeurs sont exaspérés. Les électeurs de dimanche et lundi prochain devraient, selon nos confrères, refléter la lassitude des Italiens devant la crise économique et les scandales politico-affairistes. À ce propos, le quotidien français de l'économie relevait que l'ombre de Berlusconi plane sur les législatives italiennes. Les Échos notaient que les cartes sont brouillées à la veille des élections législatives prédite depuis plusieurs mois. La victoire de Pierluigi Bersani, chef de la coalition centre-gauche, est désormais sujette à caution face à la colère de l'opinion publique qui s'inquiète des derniers scandales de corruption comme des hausses d'impôts et d'une économie toujours en panne. La grande une de Les Échos était consacrée aux impôts, à l'épargne et pourquoi l'assurance vie attire toujours. Cerné par le durcissement de la fiscalité, l'épargnant dispose encore pour l'instant d'une issue de secours, écrivait le journal vendredi. L'assurance vie, SICAV ou FCP, voire actions en direct ou encore immobilier, peuvent être logés et fructifiés dans le cadre fiscal privilégié d'un contrat, lequel pourra aussi financer un complément de retraite et alléger la facture d'une succession. En Suisse, la Tribune de Genève parlait, nous disait en tout cas que l'Assemblée générale de Novartis promet d'être animée. Selon le quotidien genevois, les actionnaires Novartis se réunissaient vendredi à Bâle en Assemblée générale. La réunion promettait en tout cas d'être animé après la polémique causée par l'indemnité de non-concurrence de 112 millions de francs à laquelle le président partant du groupe pharmaceutique Daniel Vazela a finalement renoncé en début de semaine. L'Assemblée générale tombe à peine une semaine après la confirmation du montant promis à Daniel Vazela pour que les Fribourgeois ne travaillent pas pour la concurrence 6 ans durant après son départ le vendredi de la présidence de Novartis. L'indemnité finalement abandonnée il y a 3 jours a suscité
une levée de bouclier aussi bien dans les milieux économiques que politiques, sans compter la colère des citoyens. C'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du journal suisse La Tribune de Genève. En Belgique, la Libre rapportait le visage de l'Italie, 16 pages spéciales avant le scrutin à la veille des élections législatives italiennes de ce 24 et 25 février. Ejo Mauro, directeur du quotidien La Repubblica, éclairait les électeurs de la Libre sur les tenants et les aboutissants de la campagne électorale transalpine. Pages 6 et 7, la Libre Belgique parlait de restructuration. 7 Belges sur 10 accusent le coût de main-d'œuvre. Qu'est-ce qui fait fuir Ford ou ArcelorMittal? C'était la grande interrogation de nos confrères. Pour 70% des Belges, le coût trop élevé de la main-d'œuvre est la raison principale qui explique les fermetures de sites en Belgique. Dans les colonnes du journal, vous pouviez trouver le sondage de la Libre Belgique. Madame, Monsieur, cette édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes, édition de ce samedi 23 février de l'an de grâce 2013 s'achève. La première partie était carrément réservée au reportage. La seconde partie à la presse écrite. Vous n'avez absolument rien raté de l'information qui a eu cours au cours de cette semaine qui s'achève. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, l'information est en continu sur notre chaîne. N'oubliez pas, c'est le week-end, il faut rire sans être content de rire, de peur de mourir sans avoir ri. Bonne journée à toutes et à tous et surtout, bon week-end. Au revoir.